Vous et vos collaborateurs, messieurs, Monsieur Tarek Zakour et Monsieur Reynald Boucher, directeur Alliance Europe-Afrique et IMI Afrique à Denodo. Bienvenue à vous tous. On va donc planter le décor avant d'ouvrir le débat pour le public également, qui pourra poser des questions. On a exactement 20 minutes de temps. On va peut-être commencer par une question d'ordre général. Aujourd'hui, on dit que 90% de l'ensemble des données du monde ont été créées ces 2 dernières années. Ce n'est pas qui a le meilleur algorithme qui détient le monopole ou le contrôle, mais celui qui a le plus de données. Est-ce qu'aujourd'hui, on est devant une course vers le big data? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Donc effectivement, effectivement, il y a beaucoup plus de nombreuses données, de nombreuses sources d'informations qui sont générées tous les jours, que ce soit des informations qui viennent de votre mobile, des informations qui viennent de votre compte bancaire. Effectivement, on a de nombreuses informations qui sont générées. Et donc, cette pléthore d'informations qui ne sont pas forcément localisées au même endroit nécessite de prendre en compte justement ce concept de big data et donc de volume de données très important. Donc, il y a des réponses qui sont apportées, qui consistent à créer un référentiel commun, global de toutes ces données au même endroit. Mais vous avez également une approche qui est plutôt de laisser les informations de manière distribuée pour être en mesure ensuite de gérer de manière optimale avec un moteur, je dirais, qui permet de gérer ces très gros volumes sous la forme justement d'un calculateur assez puissant. Donc ce volume de données, effectivement, on va en avoir de plus en plus aujourd'hui. Il n'y a pas une réponse en tout cas à apporter, il y en a plusieurs. Il y a des réponses d'architecture, il y a des réponses de concepts, d'infrastructures. Notre plateforme va être en mesure de répondre à une bonne partie sur l'aspect modélisation, agilité, sur l'aspect aussi performance, puisqu'on a un moteur d'exécution qui est unique sur le marché, qui va permettre, en combinaison avec justement ce qu'on appelle une application de type MPP, Massively Parallel Processing, qui va permettre d'adresser ces volumes de manière assez transparente pour l'utilisateur. Donc effectivement, le big data est quelque chose qui va rester pérenne dans nos habitudes au quotidien sur la gestion de la donnée. Oui. Alors, est-ce que finalement, une question peut-être pédagogique aussi, big data, ça veut dire un gros volume d'informations ou plutôt cette capacité à réagir presque en temps réel ou encore une diversification des données ou plutôt le tout à la fois? Alors, effectivement, le big data, le concept derrière, c'est effectivement la gestion de très gros volumes de données. Donc, il y a l'aspect volume, il y a l'aspect, ce qu'on appelle velocity, donc c'est-à-dire comment j'accède à la donnée rapidement avec des bons temps de réponse, mais également le format, puisqu'au final, j'ai donné quelques exemples. Donc, les mobiles est un format, fournit la donnée à un format précis, mais vous avez aussi des données plutôt structurées, des données moins structurées, des vidéos, etc. Donc, effectivement, ces approches de big data sont des approches qui vont rester présentes au sein dans nos habitudes data et qu'il y a des solutions et l'une d'entre elles correspond à l'usage de notre plateforme qui va permettre la fédération de manière logique de toutes ces données et je dirais la structuration de ces données pour la livrer dans un format compréhensible des utilisateurs et de pouvoir, par exemple, un cas d'usage assez classique, c'est de faire, par exemple, la prédiction à partir de toutes ces données, de la prédiction, par exemple, sur la météo, de la prédiction sur l'usure d'une pièce dans un outil, par exemple. Donc, tous ces cas d'usage précis, on a des cas d'usage, nous, qu'on va pouvoir gérer assez facilement, comme ceux que je viens de présenter précédemment. Alors aujourd'hui, il est clair que la numérisation implique aussi un niveau d'exigence élevé du client. Qu'est-ce que ça apporte concrètement, cette digitalisation aux différents clients, que ce soit un particulier, une administration ou une entreprise? Alors,
Sur la partie digitalisation, donc effectivement, c'est la numérisation de la donnée aujourd'hui, c'est la mise à disposition la façon la plus simple en fait de pouvoir accéder à une donnée aujourd'hui, c'est effectivement d'y accéder souvent via un mobile, via une page web. Donc là, on parle de digitalisation et ça va permettre aussi de faciliter, par exemple, dans l'administration, des actions administratives plutôt que de se déplacer systématiquement ou de faciliter une partie de ces étapes. Donc là où on va avoir des challenges là-dessus, c'est de pouvoir justement accéder à cette donnée, la produire, la consommer. Et donc nous, modestement, on a également une capacité, justement, lorsqu'on parle de digitalisation, on va parler de ce qu'on appelle des API. Donc c'est quelque chose d'assez répandu. Et avec Denodo, vous allez pouvoir produire ce qu'on appelle des catalogues d'API qui vont permettre justement de résoudre ces problématiques de digitalisation et de faciliter l'accès à la donnée globalement pour un contribuable, pour une personne qui souhaite réserver une pièce, je sais pas, une place de cinéma par exemple. Donc des choses assez standards ou répondre à des besoins administratifs. Et derrière tout ça, en fait, il y a une technologie, il y a des moyens de faire. Et on a des exemples, nous, de notre côté Denodo, de pouvoir faciliter ces... Justement, j'allais vous tendre la perche, Monsieur Boucher, justement, par rapport à ce que vous pouvez apporter. Je voulais juste compléter ce que disait, parce qu'on parle beaucoup de big data, mais il y a aussi la prise en compte, je veux dire, de 30 ans d'informatique avant l'avènement du big data. Et ces 30 ans d'informatique, c'est... on a déjà commencé... Rapprochez votre micro. Pardon. On a déjà commencé depuis 30 ou 40 ans, enfin on avait déjà commencé à empiler des couches technologiques qui parfois deviennent obsolètes. Et on parlait déjà il y a 20 ans du dossier patient unique dans l'hôpital. Et aujourd'hui, le big data, en tout cas, ne résout pas, comment dirais-je, le fait de prendre en compte un certain nombre de protocoles qui existent, hérités comme le H7 dans le monde de l'hôpital, et qu'il faut bien inclure aussi dans la picture pour pouvoir réaliser enfin certainement ce dossier patient unique dans l'hôpital. Et c'est là où je pense que notre approche a du justement, pragmatisme. j'allais vous poser une question sur vous en tant que boîte, justement. Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui pour un continent comme l'Afrique, par exemple? Alors, ce qu'on apporte, nous, pour un continent comme l'Afrique, c'est cette capacité à prendre en compte cette informatique héritée avant ces concepts qui sont le big data et le cloud, et surtout une vision assez pragmatique. Pragmatique, pourquoi? Parce que Denodo a décidé de fonder, sa technologie sur une sémantique universelle, en tout cas dans l'informatique qu'on appelle le SQL. Et le SQL est enseigné dans les écoles depuis une trentaine d'années. Et là où on souhaite effectivement s'inclure dans le développement et l'accélération de la transformation digitale et des projets data en Afrique, c'est qu'il y a partout, et aussi en Afrique, une rarification des compétences. Et à un moment donné, effectivement, quand on souhaite faire ce projet de big data, on nous parle de plein de technologies. Et nous, ce qu'on propose, c'est simplement de dire, vous avez des ingénieurs de base de données qui peuvent aujourd'hui être, des soldats hyper performants pour réaliser ces projets et ramener et pousser l'Afrique au même niveau, en tout cas, si je puis me permettre, que certaines entreprises européennes, et avoir les mêmes performances et pouvoir ainsi s'installer sur les marchés mondiaux. Oui, Monsieur Hamza, vous vouliez compléter, je pense. Moi, c'est plutôt sur la protection des données. Oui, justement, j'allais vous poser alors une question, parce que je pensais que vous vouliez réagir ce que vient de dire Monsieur Boucher. Alors, une question sur le big data, encore une fois, puisque c'est notre thématique ce matin. Aujourd'hui, on dit qu'on est au service du client, mais là, il y a des problématiques justement par rapport aux données privées. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment le pouvoir décisionnel d'aller ou pas dans un monde digital, dans le sens où aujourd'hui on peut pratiquement rien faire sans Google, par exemple, pour ne citer que Google, qui est un géant aujourd'hui du digital avec plus de 500 millions de clients. Est-ce qu'aujourd'hui on est devant l'ère de la décision de la machine? En fait, pour répondre à cette question, c'est un petit peu compliqué. En fait, j'ai lu un livre d'un... C'est-à-dire, même si on a peur en réalité de mettre ces données sur Internet, est-ce qu'on a vraiment le choix de ne pas le faire? En fait, c'est compliqué de dire qu'on a aujourd'hui le choix, parce que pour qu'on soit compétitif sur le marché, on n'a pas vraiment trop le choix et C'est ça. nous devons suivre.
Donc c'est pour ça que, en fait, j'ai lu un livre, c'était plutôt un récit magistral d'un philosophe allemand. Il s'appelle Hartmut Rosa, qui parle de, c'est une étude sociale qui parle de l'accélération sociale de temps. En fait, pour lui, la vitesse, c'est un synonyme de liberté et de non-possibilité, et ouvre beaucoup de possibilités. Donc, pour qu'on soit compétitif aujourd'hui, il faut qu'on adhère à cette nouvelle technologie. Et par contre, il y a beaucoup de sachants aujourd'hui qui alarment sur l'accélération de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Déjà, sur cette année, le boom, c'était le ChatGPT. Ce matin, j'étais en train de lire qu'il y a des nouvelles versions sur cette intelligence artificielle. Donc, c'est de plus en plus compliqué pour qu'on soit maître de nos données personnelles. Et surtout avec... et je pense que, par exemple, vous avez cité Google, ça fait plus que 20 ans qu'on utilise... En fait, par exemple, nos mails aujourd'hui, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes au courant où vos mails sont stockés, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait avec? On reçoit des publicités ciblées, c'est du marketing ciblé aujourd'hui, mais malheureusement, en fait, nos mails sont lus. Et du coup, donc là où c'est important... Souvent, par rapport aux publicités, justement, on a souvent cette impression d'être espionné. Hein. Il suffit de faire une petite recherche, on a tout de suite des vidéos ou des propositions absolument... Même quand on parle, oui. On a des suggestions pour des vidéos, par exemple. Et du coup, en fait, donc il faut vraiment qu'il y ait un cadre juridique pour cadrer un petit peu, et il faut aussi penser à la souveraineté pour l'utilisation de la donnée personnelle, où elle est stockée. Et en fait, il y a un vide juridique, il faut le combler rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux, et je pense que c'est le moment pour accélérer et sortir, comment dirais-je, et avoir du concret. Oui, on va donner juste la parole à M. Boucher avant d'ouvrir justement le je voulais juste compléter débat. par rapport justement à la protection des données et Google. Oui. Il y a une autre manière et un autre angle pragmatique, national, où c'est aujourd'hui ce qu'on a commencé de faire avec un certain nombre de clients en France. Il y a une autorité de régulation, par exemple en France, qui est la CNIL. La CNIL qui va jusqu'à imposer 4% du chiffre d'affaires en amende. C'est-à-dire que nous, on a des contrats, je veux dire avec Google, mais tous les gens à qui on achète des produits aujourd'hui ont aussi des contrats avec Google et doivent se référer à des autorités de régulation. Et c'est via, je veux dire, ce vecteur, en allant voir ces entreprises et en leur proposant finalement des solutions de data masking à la volée qui permettent de résoudre le problème en tout cas, et de faire en sorte que si j'achète un sac à main quelque part dans un magasin de luxe, le fournisseur de ce sac à main ne peut pas diffuser à Google mes données. Voilà. Oui. Alors on va prendre peut-être un micro. Alors on peut avoir un micro justement pour les questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut, la régie, s'il vous plaît? Oui, merci. Merci. Bonjour, je me présente. Je suis Hind Ben Miloud. Je suis avocate spécialisée en technologie de l'information. Et je suis présidente de CARE, qui est un think tank dans le développement des entreprises d'une manière générale. Alors, il y a d'abord une petite remarque fondamentale que je voudrais faire avant de poser mes questions. Il n'y a pas de vide juridique, monsieur. Je suis désolée de vous le dire. Nous avons une loi depuis le 10 juin 2018 qui concerne la protection des données, auxquelles les entreprises sont tenues de se référer pour recueillir les consentements des personnes. Depuis 2018, autre chose. Monsieur vient de parler de l'autorité de régulation. Les textes prévoyaient déjà en 2018 l'installation d'une autorité de régulation. C'est fait depuis août 2022. Elle est active. Alors, il n'y a pas de vide juridique. Mais pour que vous le sachiez. Merci pour cette remarque. Après, désolé pour mon ignorance pour cette partie-là. En fait, moi, j'ai fait le parallèle avec ce qui se passe avec avec le RGPD. Par contre, en fait, ce que j'ai remarqué, que c'est plutôt, en fait, je ne sais pas, en fait, le niveau. Est-ce qu'on est en train de communiquer pour les entreprises algériennes en fait, comment on peut exploiter les données privées? Parce que derrière, c'est plutôt
Il faut des audits, il faut que les entreprises avoir comment dirais-je, des outils qui permettent des déclaratifs pour déclarer les projets, où on utilise les données, qu'est-ce qu'on fait avec les données. En fait, peut-être le vide, il est plutôt dans cette partie-là, et pas un vide juridique comme j'ai annoncé avant. Depuis 2018, sachez que toutes les sociétés, les start-up installées en Algérie n'ont pas arrêté de faire de campagnes justement dans ce sens pour expliquer aux sociétés la loi de 1807, comment elle devait s'appliquer ici en Algérie, quels étaient les moyens. Et il y a beaucoup de sociétés qui sont connues, installées ici, qui ont pignon sur rue et qui l'ont fait. Donc il fallait juste rentrer sur Internet. Vous êtes un informaticien, c'était facile de taper l'information, vous aurez eu toutes ces informations. Ceci étant, la loi de 1807 est vraiment tirée du RGPD, pour votre information. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque qui concerne les États-Unis. Depuis 2020, la Californie a adhéré justement pour la protection des données. Donc c'est quelque chose qui est automatique. En Afrique aussi, beaucoup de pays africains ont leur loi sur la protection des données. Ça n'est pas simplement l'Europe. La première, effectivement, qui a initié cela, c'est la France. Et c'est d'ailleurs tiré la loi qui a été... les Français ont été en 97, je crois 98, avec la CNIL, etc., ont eu les premiers réflexes de protéger justement la donnée. Nous, malheureusement, on a attendu. J'ai fait partie effectivement des personnes, des juristes qui ont travaillé sur la loi sur la protection des données personnelles. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça fait un moment quand même qu'on a mis en place cette protection. Oui. Non, je voulais simplement dire, et merci madame pour cette précision, en fait notre propos ce matin c'était plutôt de démontrer comment on pouvait effectivement, un des usages autour de notre plateforme qui était effectivement de résoudre cette problématique rapidement. Le client auquel fait référence, qui est un énorme groupe de luxe français, on a mis en place pour leur marque effectivement l'automatisation de ce RGPD en moins de 4 mois, et ce qui permet dorénavant au DPO de pouvoir rendre à l'autorité de régulation effectivement des rapports, mais surtout aux clients de pouvoir faire en sorte d'anonymiser en quelques jours leur profil dans leurs interactions avec la marque, pour faire en sorte que ils soient éliminés sur la planète Internet. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question, madame? Oui, oui. Je tenais à faire ces précisions parce que c'était quand même très important. Non, merci pour la mise au point. Alors, moi, j'ai une petite question plutôt. Vous avez parlé de valoriser la donnée. Est-ce que, entre vous et Denodo, vous avez aujourd'hui la possibilité, vous parlez d'audit aussi, est-ce que vous avez la possibilité de créer une sorte d'expertise à donner pour valoriser les données, sachant qu'aujourd'hui les données sont un patrimoine qu'on doit valoriser. Est-ce que vous avez cette capacité, tous les deux, à le faire? Parce que pourquoi ma question n'est pas innocente, dans la mesure où aujourd'hui, nous les juristes, on se heurte au manque d'experts en Algérie qui ne peuvent pas valoriser la donnée comme un patrimoine. Alors, je vais vous donner juste un exemple, mais je me souviens qu'on vient de nous présenter il y a 3 semaines. On vient de signer, on a signé l'année dernière un des plus grands cabinets d'avocats américains. Alors, je me souviens plus du chiffre d'affaires parce que, je veux dire que ce soit dans le reste de la planète, on ne peut pas imaginer, qu'un cabinet d'avocats ait un chiffre d'affaires pareil. Mais ils ont résolu le temps de traitement, la construction du dossier. Ils sont descendus de 25 jours en moyenne à moins de 4 heures. Donc si vous voulez, on peut en discuter et je pourrais vous mettre en relation avec les personnes chez nous qui sont les sachants sur ce use case particulier, sur ce client, mais avec grand plaisir. On prend une autre question si... Oui. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je remercie d'abord les intervenants pour la qualité de toutes les informations qu'ils nous ont exposées ici. Moi, je voudrais poser 2 questions si c'est possible. La première concerne
un scénario peut-être qui n'est pas très abordé dans les milieux de l'informatique, c'est le scénario de blackout total. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement imaginer au cas où il y aurait un blackout total, soit énergétique, soit informatique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous pouvez dire au public ici, c'est-à-dire comment vous faites pour stocker leurs informations? C'est-à-dire, est-ce que vous le faites au niveau local et est-ce que vous en faites une copie ailleurs? Donc, ce sont mes deux questions. D'accord. Merci. Ouais. Donc, merci pour ces deux questions. Donc, la première concerne le blackout. Donc là, on est plutôt effectivement sur des événements climatiques ou de tout ordre, ou des problèmes énergétiques qui peuvent apparaître, effectivement. Donc, sur ces sujets-là, donc ça, il y a, par exemple, si je prends l'exemple de France, parce que je connais un petit peu, on a au niveau des assurances l'obligation, chaque société a l'obligation de gérer ce qu'on appelle un test justement de ce qu'on appelle PRA, donc de reprise sur incident. Donc un incident, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une coupure électrique, etc. Et donc à partir de là, on met en place ce qu'on appelle une disaster recovery. Donc c'est une architecture multisite. Donc vous avez un site A et un site B, et qui permet justement de basculer d'un site A à un site B assez rapidement. Donc il y a des règles. Il y a des règles. Alors, je ne sais pas si c'est juridique, mais en tout cas, il y a des règles qui nécessitent d'avoir une certaine distance entre les deux sites pour pouvoir être certain que l'événement climatique en question ne soit pas intégré. Donc, après, vous pouvez exploiter cela avec le cloud, par exemple, puisque le cloud, par définition, n'a pas cette contrainte, ou très peu, la contrainte peut être minimisée. Donc, vous avez des réponses en termes d'architecture. Et si je parle de Denodo à ce niveau-là, on a la capacité avec Denodo de faciliter justement ce failover, en tout cas cette reprise sur incident, puisque notre plateforme est en capacité, lorsqu'il y a un incident sur un site, également de pouvoir basculer sur un second site, comme d'autres applications. Donc ça, c'est la première question. La seconde question, c'était, excusez-moi, En fait, sur le stockage. Alors, stock. Denodo, en fait, notre plateforme, globalement, le stockage est quelque chose d'important. Vous l'avez aujourd'hui dans toutes les entreprises. Comme je l'ai expliqué initialement dans la présentation, il y a différents types de stockage. Il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas un unique qui va couvrir tous les besoins. Ça serait trop beau. Le big data, forcément, on dit qu'il va couvrir tous ces cas d'usage, ce qui n'est pas vrai. Reynald a donné quelques exemples. On a 83% des cas de projets big data qui échouent parce qu'elles ne couvrent pas l'intégralité des besoins métiers. Les techniciens s'amusent bien, en tout cas profitent bien de ces aspects techniques, mais ne répondent pas aux besoins métiers. Donc sur ces aspects stockage, nous, Denodo, nous ne stockons pas de données par défaut. C'est-à-dire qu'on va accéder aux données là où elles se trouvent. Donc c'est pour ça qu'on parle d'architecture logique. Et on va récupérer les données au moment où l'utilisateur en fait la demande. Et c'est à ce moment-là où Denodo va pouvoir, par exemple, masquer la donnée pour pouvoir être conforme avec les exigences légales du pays en question, ou pouvoir sortir les données à l'extérieur d'un pays, par exemple. Il y a aussi cet aspect-là. Et donc, Denodo va permettre de gérer cela. Après, Denodo permet également, dans certains cas, permet de l'écriture, donc stocker les données, dans des cas un peu tactiques, on va dire. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir également nous masquer la donnée, ou on va pouvoir s'appuyer sur le stockage qui lui-même, en général, a des capacités justement de protection de données qui est basée très souvent sur de l'encryption et qui permet justement d'éviter justement à n'importe quel utilisateur de pouvoir hacker la donnée, de pouvoir y accéder. Merci beaucoup à vous trois d'avoir animé cette table ronde. Le temps qui vous est imparti est terminé. On passe à la deuxième partie de cette matinée. Merci messieurs. Merci.